consacré aux effets de marché, pardon. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de regarder les marchés financiers sous un angle un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de marché financier, on parle énormément de prévisions. Et alors, on se pose la question souvent, en fait, de savoir est-ce que le cours va monter, donc est-ce que, par exemple, tel indice va monter, tel autre indice va baisser, est-ce que l'or va progresser, est-ce que la Fed va changer de politique. Donc, en fait, on passe énormément de temps à essayer de deviner ce qui va se passer demain. Mais donc, aujourd'hui, moi, je vous propose donc de partir sur la base en se posant en fait une autre question. Et du coup, la question, ce serait plutôt, est-ce que ce ne serait pas plutôt intéressant de savoir, plutôt que de savoir ce qu'il va faire demain, la vraie question, ce ne serait pas de se poser qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire ou qu'est-ce qu'il fait régulièrement. En tout cas, c'est la philosophie d'Investui et c'est sous cet angle, en tout cas, que nous, on vous propose d'entamer les choses. Alors, on prétend absolument pas connaître l'avenir, mais justement, ce qu'on va faire, c'est chercher dans l'histoire, donc dans l'histoire des marchés, des comportements qui vont avoir tendance à se répéter suffisamment que pour pouvoir être exploités. Et donc ça, avec une méthodologie précise et disciplinée, et c'est ça qu'on utilise. Donc on va en fait, dans ce webinaire, commencer par comprendre pourquoi les marchés sont difficiles à prévoir. Et ensuite, donc on parlera surtout du facteur humain et des biais comportementaux qui font finalement bouger les marchés et qui créent en fait ces configurations qui vont nous permettre en fait tout simplement d'investir. Et donc, on va parler aussi des recherches à propos de ce sujet, voilà, qui me paraissent très, très intéressantes. Alors, avant de continuer, évidemment, donc je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Amélie. Je travaille chez WH Shelf Invest, donc, qui est le propriétaire du service d'investissement Investui. Donc, je fais juste un petit topo pour remettre les choses en place. Donc, je travaille chez Self Invest depuis 15 ans et j'ai le plaisir donc au quotidien d'aider les clients donc, dans leur démarche d'apprentissage des marchés, des outils, des instruments. Et donc, bien sûr, j'ai aussi également le plaisir d'animer régulièrement donc, des webinaires. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui donc à vous présenter ce webinaire Investui. Voilà, c'est parti. Alors, juste une précision aussi, donc le webinaire est enregistré. Il sera rediffusé sur la chaîne YouTube d'Investui d'ici quelques jours. Et donc, normalement, donc tout au long de la présentation, évidemment, les slides vont bouger. Donc là, on va continuer. Donc, on ne doit pas rester effectivement sur cette première page que vous voyez maintenant. Sinon, il y a un problème. Donc, vous pouvez me poser, voilà, vous me voyez, on me l'a confirmé, vous m'entendez. Vous voyez mon écran. Par contre, vous ne pouvez pas me parler, mais vous pouvez me poser des questions. Donc, je regarderai les questions à la fin de la présentation. Voilà, sauf s'il y a un problème, effectivement, voilà, manifestez-vous. Mais sinon, de toute façon, je ferai un tour de table à la fin pour voir si tout est OK. Alors, donc, pourquoi les marchés sont-ils si difficiles à prédire? C'est vrai qu'on pourrait imaginer que mieux prévoir les marchés, pour mieux prévoir les marchés, il suffirait finalement d'avoir davantage d'informations. Donc, on pourrait penser que c'est le manque d'informations, mais en réalité, en fait, on a énormément d'informations. Donc, le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui est surinformé et l'information, elle est devenue quasiment infinie. Donc, il y a énormément de sources. Donc, il y a les particuliers, il y a des banques, il y a les hedge funds, il y a des fonds de pension, il y a des entreprises, il y a des banques centrales, il y a des organismes, il y a des algorithmes aussi qui utilisent toutes ces informations. Et donc, pourtant, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs ni les mêmes contraintes. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a une surabondance d'informations. Et donc, du coup, je précisais qu'il y a plusieurs types d'investisseurs. C'est parce qu'en fait, cette même information, elle peut être interprétée de manière totalement différente selon le type de profil. Donc, du coup, en fait, il y a énormément d'informations, mais elle est traitée de façon différente. Et ce qui est le plus important de comprendre aussi, c'est qu'en fait, malgré la surabondance d'informations, la majorité des acteurs, même quand il va s'agir d'algorithmes, ces acteurs-là, ils ne sont pas parfaitement rationnels. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on est des humains. Alors que ce soit des particuliers, des banques, des hedge funds, des banques centrales, des algorithmes, il y a toujours un être humain
derrière. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ils ont des peurs. Hein, donc, moi, je suis assez bien placée pour en parler. Hein, j'ai investi, je le dis régulièrement, je trade, j'investis. Et en tant que bon être humain, j'ai peur. Je suis parfois euphorique. Je prends parfois mes bénéfices trop tôt. Et puis, surtout, mon gros problème, comme la majorité des investisseurs et plus particulièrement des traders, c'est que je refuse souvent de couper quand je suis en perte parce qu'en fait, je pense que ça va finalement aller dans le sens de départ. Alors, à ça s'ajoute évidemment les algorithmes qui sont capables de réagir en quelques millisecondes. Et puis, il y a tout simplement tout ce qu'on ne peut pas prévoir. Hein. Ce sont les événements imprévisibles. Donc, ce qui se passe, c'est que malgré la surabondance d'informations, elle est traitée de façon différente en fonction de notre profil. Toutes les décisions sont finalement prises ou développées sur base d'êtres humains. Et donc, comme on est simplement, on va dire, dirigé hein, principalement par nos émotions, et tout ça fait qu'en fait, ajouté à des événements prévisibles, ce qui fait qu'en fait, ça reste extrêmement difficile en fait de prédire et c'est souvent imprévisible. Ajoutez à ça, vous rajoutez donc une crise géopolitique, une décision tout simplement inattendue, comme on peut avoir, hein, par exemple, comme il s'est passé l'année dernière. Hein, donc, voilà, Trump qui décide de faire des siennes, donc une décision politique inattendue, une catastrophe, ou alors un événement qui n'est pas prédit par les modèles. Hein, on ne prédit pas des sécheresses comme ça, on ne prédit pas toujours des événements climatiques. Ça, c'est très difficile. Hein, c'est principalement ça. Après les guerres, je pense qu'on peut les sentir venir, mais malgré tout, il suffit vraiment d'une bête décision de quelqu'un pour qu'il se passe vraiment quelque chose qui fasse énormément bouger. Donc tout ça, en fait, ça amène au fait que les marchés, ils sont extrêmement difficiles à prévoir. Voilà. Donc, et du coup, voilà, c'est pas le manque d'informations le problème, c'est qu'il y en a justement énormément et qu'elles sont finalement interprétées par énormément d'acteurs différents avec des contraintes et des émotions différentes. Donc, ça reste très difficile. Oups, excusez-moi, j'ai un peu cliqué trop fort sur mon slide. Désolée, donc on passe au slide suivant, évidemment. Hop, voilà. Alors, et au-delà de ça, en fait, le gros problème, c'est essayer de prédire les marchés. En fait, c'est une quête sans fin. Et c'est précisément pour cette raison, en fait, que chez Investu, on ne cherche pas à prédire les marchés au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à regarder, en fait, sur notre écran, à mettre des indicateurs, à regarder où va aller le cours, parce que pour nous, ça nous paraît extrêmement difficile. Et imaginez là que maintenant, je vous demande où est-ce que sera le DAX dans 3 mois. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez une opinion là-dessus. Voilà, vous allez pouvoir faire une analyse fondamentale, technique, macroéconomique, mais finalement, je pense que personne ne pourra me garantir le niveau exact du DAX dans 3 mois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on n'essaye pas de faire ça. Par contre, on a une autre question qui est beaucoup plus intéressante et c'est ce qu'on va exploiter. C'est est-ce qu'il existe certaines situations dans lesquelles le comportement du marché a historiquement été différent de son comportement habituel? C'est ça la question. C'est est-ce qu'il y a des moments finalement où il y a des choses extraordinaires qui apparaissent, mais qui apparaissent de façon, on va dire, fréquente, hein, parce qu'on ne peut pas dire permanente, on ne peut pas dire régulière. Et donc ça fait une différence fondamentale. Donc on peut prédire, c'est essayer finalement de savoir ce qui va arriver. Alors qu'exploiter une récurrence, hein, c'est ce qu'on fait, c'est identifier une situation qui est suffisamment souvent, qui se produit suffisamment souvent pour présenter en fait une probabilité intéressante. Donc voilà, on n'essaye pas de savoir l'avenir, on essaye simplement de trouver des configurations qui se sont produites dans le passé de façon, on va dire, récurrente, suffisamment souvent que pour en fait essayer de tirer des probabilités intéressantes et justement de pouvoir les exploiter.
Et donc, il y a justement, en fait, voilà la phrase de Taleb qui devient ici très, très utile, hein. Donc, la difficulté, ce n'est pas nécessairement de trouver une idée. La difficulté, c'est de gérer l'incertitude autour de cette idée. Et donc, c'est exactement là que le facteur humain devient vraiment intéressant, hein. Donc, voilà, donc, parce que finalement, les comportements humains sont au cœur des mouvements. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'expliquais qu'il y a différents acteurs, mais que derrière, finalement, sont toujours des humains. Et c'est la même chose. Derrière chaque marché, il y a finalement des décisions humaines. C'est exactement la même chose. Donc, même lorsqu'une transaction elle est exécutée par un algorithme, il faut bien se rendre compte que c'est derrière un être humain. Jusqu'ici, c'était pas. Maintenant, ça va peut-être changer avec l'IA, mais voilà, même l'IA sont des êtres humains qui l'ont développé. Donc, derrière un algorithme, il y a toujours quelqu'un qui a un être humain qui a conçu le programme, qui a défini des règles, qui a défini des objectifs. Donc, la finance comportementale, elle part d'un simple constat, tout simplement, que contrairement à ce que certains modèles économiques ont longtemps supposé, l'investisseur, il n'est pas toujours parfaitement rationnel. Donc, quand tout le monde achète, en fait, on a le FOMO, on a naturellement tendance à nous dire qu'il doit y avoir vraiment une bonne raison. Et en fait, on veut surtout pas louper ça. Et quand tout le monde vend, en fait, on a peur et on sent que la pression devient plus forte. Ça, c'est un effet de foule. Donc ici, en fait, on voit ensemble que les comportements humains, ils font bouger de façon globale les marchés, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tous les mêmes êtres humains, on a tous le même cerveau dans le sens où il est construit de la même façon. Et donc, en fait, on a exactement les mêmes émotions qui nous font réagir de la même façon. Et quand c'est vraiment en masse, il se passe des choses sur le marché. Donc voilà, donc il y a vraiment déjà l'effet de foule qui fait que les marchés vont avoir tendance aussi à bouger. Aussi, ce qui peut se passer aussi, c'est que quand on trade et quand on prend des décisions et qu'on commence parfois à voir que ça porte ses fruits, on peut facilement surestimer ses compétences. Et ça produit souvent à augmenter le risque. Donc justement, à un moment où on devrait rester très, très prudent, en fait, on a un excès de confiance et c'est pour ça que ça reste très, très difficile. Et puis, un autre énorme biais cognitif qui fait que ça reste aussi très difficile pour nous de prédire, c'est qu'on a, justement d'agir de façon rationnelle, c'est surtout ça, c'est qu'on a une aversion aux pertes extrêmement importante. En fait, il faut savoir qu'en psychologie, l'aversion à la perte, elle est beaucoup plus forte en fait que l'envie de gagner. Donc, c'est-à-dire qu'une perte de 1 000 euros, elle n'est pas du tout psychologiquement équivalente à un gain de 1 000 euros en termes d'émotion et de satisfaction ou de peur ressentie. Il faut savoir que la douleur d'une perte, pourtant équivalente au gain qu'on pourrait faire, la douleur de la perte, elle est généralement beaucoup plus forte que le plaisir qu'on aurait avec un gain en fait équivalent. Donc ça, en fait, c'est vraiment l'aversion aux pertes, c'est extrêmement important dans nos prises de décision. Ensuite, il y a un effet, il y a un biais cognitif aussi extrêmement connu, donc qui est la récence. Donc la récence, donc du mot récent, c'est qu'on va accorder extrêmement et énormément d'importance à ce qui vient de se passer récemment. Alors, c'est-à-dire que quand on prend nos décisions, donc au point de vue humain, excusez-moi, on va avoir tendance aussi à mettre beaucoup de poids sur les derniers événements et on va oublier des choses beaucoup plus lointaines. Ce qui fait que c'est très, très difficile humainement, en fait, de prendre des bonnes décisions. C'est pour ça, elles ne sont pas toujours rationnelles parce que le cerveau, il fait des tris, comme vous pouvez le voir, l'effet de foule, l'aversion perte, la récence. Et puis, il y a encore un effet, un biais cognitif très, très important qui est l'ancrage. C'est-à-dire qu'on va s'ancrer, on va s'attacher à une information initiale, par exemple notre prix d'achat, un ancien sommet, une prévision. Et donc, du coup, voilà, tout ça fait en sorte que malheureusement, on ne prend pas toujours les bonnes décisions. C'est pour ça que même développer une stratégie tout seul, la mettre en place, c'est très, très, très difficile en fait de l'appliquer. Tout simplement parce que tous ces biais cognitifs que je viens de vous citer, et il y en a plein d'autres, à un moment, je m'étais vraiment intéressée à ça. En termes de psychologie, c'est énorme en fait.
J'avais trouvé un graphique. En fait, on est constitué, pardon, d'énormément de biais. C'est-à-dire que notre cerveau, il réagit à des situations et la partie rationnelle de tout ça, elle est vraiment pas, c'est pas la plus importante. Et donc, ce qui devient vraiment le plus intéressant pour nous, eh ben, c'est que si ces biais sont humains et si les humains sont nombreux à les reproduire, alors certains comportements, eh ben, ils peuvent aussi ils vont aussi se reproduire sur les marchés. C'est ça qui se passe, hein, c'est-à-dire on est donc tous des tous des acteurs humains, principalement en tout cas, même derrière, il y a des humains. Et donc, quand on va avoir ces biais et quand on va voir des choses sur les marchés, hein, on va les dernières informations, les plus hauts, les plus bas, eh bien, en fait, on va avoir un même comportement. Hein, donc, on va avoir tendance à reproduire la même chose de façon importante sur le marché. C'est pour ça aussi que souvent, on reconnaît des retours des sommets ou des creux ou des points de retournement. Et puis souvent, on va se dire, ah oui, mais moi, j'avais mis mon stop là et je vois qu'il a été touché. Tout simplement parce qu'on n'est pas le seul, en fait, à voir les mêmes choses et à interpréter, même inconsciemment, ces choses. Hein. Voilà, donc, voilà, il y a effectivement la science a passé beaucoup de temps, hein, donc il y a vraiment un champ de recherche solide et reconnu sur ces biais. Hein, c'est évident qu'il y a énormément de gens qui ont passé du temps à cette recherche. Alors, ce n'est pas simplement une interprétation d'Investu, hein, ça c'est important. C'est des choses qui sont reconnues au niveau de la finance comportementale. Hein, c'est devenu vraiment un vrai domaine de recherche. Et pour les gens que ça intéresse, hein, donc ici, je cite notamment Kahneman et Tversky, donc c'est deux chercheurs majeurs en psychologie cognitive, et notamment il y a Kahneman qui a aussi obtenu un prix Nobel hein, en économie. Donc, et ils ont montré effectivement que les individus, ils n'évaluent pas du tout les gains et les pertes de la même manière. Donc, c'est-à-dire, les êtres humains n'évaluent pas du tout, ne mettent pas le même poids en fait dans ce qu'ils gagnent et ce qu'ils perdent. Et donc, c'est plutôt traité de façon asymétrique par le cerveau. Alors, pour les gens qui sont intéressés, il y a Kahneman qui a aussi écrit Système 1, Système 2. Et justement, il explique comment nos biais cognitifs et puis comment nos biais, en fait, nous forcent à prendre des décisions. Donc, système 1, système 2, donc les émotions et le côté rationnel. Quel poids ça a, comment ça fonctionne. Donc, c'est un livre très, très intéressant si vous voulez aller plus loin et si vous vous intéressez, en fait, à la psychologie cognitive. Et, voilà, parce que le champ s'étend évidemment en dehors d'Investui, hein, donc dans tout ce qu'on fait, dans toutes les décisions qu'on prend, que ce soit quand on va acheter quelque chose ou comment on interprète ou comment on traite aussi les relations humaines. Donc, c'est hyper intéressant de toute façon. Là, mais ici, ça s'applique vraiment, en tout cas, au champ économique. Hein. Et donc, cette différence de comportement, hein, donc cette façon qu'on va avoir de traiter nos gains et nos pertes, eh ben, elle peut avoir vraiment des conséquences très, très concrètes et parfois malheureuses, en fait, sur les marchés. C'est très important. Alors, on peut effectivement dire que le marché n'est pas efficient mais il est humain. Alors, c'est une question très importante. Hein. Donc, si toute l'information elle est disponible, alors et qu'elle est censée être intégrée dans le prix, alors comment expliquer finalement que certains comportements se répètent? Eh bien, en fait, c'est que d'après Eugène Fama, donc là, on cite beaucoup de gens connus ces derniers temps. Donc Eugène Fama, donc c'est un prix Nobel d'économie. Donc, lui, il part du principe que le prix d'un actif intègre rapidement l'information disponible. Donc, autrement dit, sa théorie, elle repose sur le fait que si une information connue du marché, s'il y a une information connue du marché, et si elle devrait faire monter ou baisser le prix d'une action, alors en fait, son prix devrait déjà l'avoir intégré. Alors l'idée, c'est pas de dire que l'efficience du marché est totalement fausse, hein, c'est pas ça qu'on tient à dire ici. Donc lui, il a démontré aussi hein, que le marché il est efficient. Toute sa théorie, elle revient là-dessus. Par contre, il a quand même aussi constater en fait que dans la réalité, les marchés ils présentent des anomalies et des comportements récurrents. Donc, c'est-à-dire malgré le fait en fait que l'information se retrouve rapidement dans le cours, en fait, la réalité elle est tout autre, tout simplement à cause aussi
des comportements humains. Et donc, on peut plutôt constater voilà, des anomalies, et c'est ça en fait qu'on essaye d'exploiter. Ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment ce qu'on peut reconnaître comme des effets de calendrier. Il y a des réactions pardon, exagérées, des effets de troupeau, hein, donc ce que j'ai expliqué jusqu'ici, et puis de l'ancrage hein, sur des informations. Les gens restent accrochés, ce qui fait en fait que l'efficience, elle existe, mais il y a des moments où en tout cas, le système déraille. Hein, voilà, donc l'efficience des marchés, elle existe, elle est prouvée. Il a décroché d'ailleurs un prix Nobel pour ça, mais en tout cas, il a aussi dans ses recherches pu documenter le fait que malgré tout, il existe des anomalies à certains moments. Alors, ce n'est pas tout le temps. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'identifier, hein, d'essayer de reconnaître ces anomalies, de pouvoir les quantifier, les reconnaître et en tout cas les mesurer pour les intégrer dans un système de gestion. Alors, et surtout, ce qui est important aussi, hein, c'est qu'en reconnaissant une anomalie, hein, donc en la reconnaissant, en l'identifiant, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé une machine à gagner de l'argent. Hein, ce n'est pas ça du tout. C'est simplement en fait qu'un comportement statistique, ça nous permet de dire qu'un comportement statistique apparaît suffisamment souvent pour mériter d'être étudié. C'est ça en fait. C'est simplement que si on reconnaît en fait une anomalie ou un comportement récurrent, eh bien, on l'étudie, on regarde statistiquement ce que ça donne et ensuite, en fait, on regarde si on peut l'intégrer à un système d'investissement. Donc, d'où, en fait, la suite, hein, donc des comportements qui se répètent. Voilà, on arrive finalement au raisonnement, au cœur du raisonnement d'Investui. Hein. Donc, les marchés ne se répètent jamais exactement, ça c'est sûr et certain, mais certains comportements en tout cas peuvent réapparaître et peuvent être identifiés. Donc, l'histoire ne se répète pas à l'identique, mais elle résonne. Hein. C'est ça en fait l'idée, c'est qu'il n'y a jamais la même chose qui se produit, mais il y a des choses qui reviennent en résonance. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, le calendrier. Il y a aussi des comportements humains, hein, c'est-à-dire nous, on est des êtres qui fonctionnent sur base de cycles. Le sommeil, la nourriture, rien que ça déjà. Hein, aussi les cycles féminins, des choses comme ça. Hein, donc, il y a aussi donc des flux institutionnels, des contextes économiques, des données historiques. Et donc, alors, on n'essaye pas du tout, en fait, hein, de prédire et de dire voilà, tel jour, le marché va monter ou va baisser, mais on essaye, donc c'est très, très important de le comprendre, on essaye plutôt d'identifier des situations dans lesquelles, historiquement, la probabilité d'un certain comportement, elle était supérieure à la normale. Donc, c'est ça, tout simplement. Donc, on va se baser sur des statistiques et c'est comme ça qu'on va investir, donc en comprenant, bien sûr, nos biais. Voilà, c'est en comprenant nos biais, en fait, qu'on peut aussi utiliser ces différences, hein, ces choses, ces anomalies qui vont apparaître. Et c'est pour ça qu'elles apparaissent. Alors, le problème, c'est que connaître les biais des autres, ça ne suffit pas. Hein. Il faut aussi connaître les nôtres. Ça, c'est très, très important. Alors, voilà, la question, c'est, comme je dis toujours, on est là, on est devant son ordinateur, on a pris une position et on se dit, voilà, je la conserve parce que ça va bien finir par remonter si c'est parti dans le mauvais sens. Alors, qui n'a jamais fait ça en tant qu'investisseur particulier, trader? Honnêtement, je ne vous crois pas si vous me dites que vous tradez, que ça ne vous est jamais arrivé, vous accrochez à une idée. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et à l'inverse, qui n'a jamais vendu une position gagnante trop tôt parce qu'il a pensé se sécuriser et en se disant, voilà, je vais prendre mon bénéfice. C'est très, très difficile. Aussi, qui n'a jamais cherché, en tout cas, confirmation de son opinion dans une information. Voilà, donc on cherche toujours aussi à se rassurer. Donc, le truc, c'est que ce n'est pas un problème, hein, finalement, d'avoir des émotions parce qu'on est des êtres humains. Et ça, on ne peut pas retirer ça. Hein. Donc, on est humain. Le problème, c'est la difficulté, c'est de ne pas laisser nos émotions, en fait, modifier des règles. C'est pour ça, en fait, qu'il ne faut pas confondre bruit et signal.
Alors, ça nous amène à un autre problème majeur de l'investisseur, donc c'est l'information. Comme je le disais, l'information, elle est multiple, elle est disponible, on est envahi d'informations. Donc, le truc, c'est en fait de savoir laquelle, finalement, va mériter notre attention. Donc, ça aussi, c'est très, très difficile. Une information qui fait beaucoup parler d'elle, ce n'est pas forcément une information importante. Une information récente, donc on revient sur le biais de récent, ce n'est pas forcément une information représentative. Une information qui confirme notre opinion, elle n'est pas forcément vraie. Donc ça, c'est tout des choses vraiment, on revient encore sur les biais. Donc l'investisseur efficace, ce n'est pas celui qui regarde tout. L'investisseur efficace, c'est celui qui sait ce qu'il doit regarder et surtout ce qu'il peut ignorer. Donc on est un bon investisseur quand on arrive à faire le tri dans tout ça. Et Dieu sait que c'est difficile. Voilà, donc c'est pourquoi en fait ce qui est le plus important finalement, c'est de mettre en place une discipline et ce sera ça en fait qui vous donnera un avantage durable. C'est qu'en fait, vu qu'on bénéficie tous des mêmes informations, vu qu'on fonctionne tous de la même façon en termes d'émotion, en termes de prise de décision, l'idée c'est d'être vraiment être capable de trier le bon grain du mauvais grain, on va dire, et puis ensuite de mettre en place en fait une discipline. Alors, et c'est pour ça en fait que nous, avec Investui, on veut vraiment exploiter des comportements récurrents, mais il y a en fait une condition absolument indispensable, c'est la discipline. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. On doit définir donc premièrement des objectifs. Alors, qu'est-ce que je cherche à faire? Ensuite, c'est suivre un plan. Donc, quelles sont mes règles? Donc, ça, c'est vraiment important que vous soyez, que vous définissiez une stratégie vous-même ou vous décidiez en fait de suivre la stratégie de quelqu'un d'autre. C'est la même chose. C'est-à-dire que les conseils qui sont donnés ici sont valables pour vous et ils sont mis en place en tout cas dans Investui. Donc, 1, définir ses objectifs. 2, suivre son plan. 3, gérer les risques. Voilà, combien je suis prêt à perdre si le scénario ne fonctionne pas. Et 4, rester objectif, évidemment. Est-ce que je suis encore en train de suivre mon plan ou est-ce que je réagis au marché? Est-ce que je suis mon plan ou est-ce que je laisse mes émotions me déborder? Donc ça, c'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question. Et c'est pour ça qu'aussi, si vous pouvez, même si vous êtes intéressé par le trading et le faire soi-même, le faire à deux, par exemple, en équipe, c'est aussi bien. Ça, on ne le dit jamais assez. C'est-à-dire que quand on est tout seul, c'est difficile de remettre tout ça en question. Mais si on veut vraiment faire sa propre stratégie, l'idéal, c'est de faire auditer ou en tout cas de se faire contrôler par quelqu'un d'extérieur et qui pourra en tout cas vous poser ces questions si vous n'êtes pas capable de vous les poser. Et en tout cas aussi, donc, ce qu'il faut, cinquièmement, c'est réévaluer régulièrement. Donc, une stratégie, elle doit être analysée, testée et surtout réévaluée régulièrement. Et donc, pour finir, bien sûr, la discipline, c'est pas l'absence d'émotion, évidemment. La discipline, c'est la capacité à ne pas laisser ses émotions décider à sa place. Alors, dans un système, donc évidemment, dans un système où on va vers une meilleure prise de décision, on doit résumer que effectivement, il y a des choses qui sont indéniables. On a des marchés complexes, on a énormément et voire trop d'informations. Les investisseurs ne sont pas toujours rationnel, moi je dirais quasiment jamais rationnel. Et donc, évidemment, on a nos biais comportementaux et on a aussi donc des comportements qui peuvent parfois se répéter. Alors, est-ce qu'on peut utiliser certaines de ces récurrences en règle d'investissement? Alors, c'est là qu'on intervient et qu'on passe vraiment au système d'Investui. Alors, il faut savoir que effectivement, les effets de marché, c'est ça qu'on exploite finalement, ce sont des tendances régulières, donc c'est ça, un effet de marché. C'est un événement qui va avoir tendance à se répéter, et pour lequel et qu'on va pouvoir en fait observer et qu'on va pouvoir exploiter. Donc, dans certaines, évidemment, conditions de marché. Donc, voilà, donc tout simplement, un effet de marché, en fait, c'est une configuration
de cours récurrente qui est en fait, qui fait l'objet tout simplement de comportements humains en amont, hein, de décisions humaines et qui va se répéter dans le temps. Voilà, donc, et c'est ces effets-là en fait qui sont donc liés au comportement humain, des facteurs économiques évidemment ou à certaines conditions particulières de marché qu'on va exploiter. Alors après, on peut dire, voilà, pour l'instant c'est du blabla, mais ce qui compte, ce sont aussi les statistiques, hein. Donc c'est là ici qu'on va montrer effectivement l'avantage des statistiques. Donc cette idée d'exploiter les biais et donc les anomalies de marché, c'est pas une idée d'Investui, c'est pas une idée de Self-Invest, hein. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Donc c'est quelque chose qui existe depuis, en tout cas nous on reconnaît ça depuis plusieurs dizaines d'années, hein. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres investisseurs avant nous qui ont bien sûr identifié, il y a tous ces chercheurs, il y a aussi des investisseurs professionnels. Il faut savoir que les effets de marché ils sont principalement utilisés par des traders professionnels pour de la gestion, pour eux-mêmes ou pour autrui. Et donc, même si ce n'est pas une certitude, il faut savoir qu'il y a vraiment un certain avantage statistique. Et là, je vous le montre en fait ici, c'est une étude de Seasonax. Donc, Seasonax, c'est un institut en fait statistique allemand qui a fait des analyses et donc qui a comparé tout simplement les différents types d'investissements sur une très très longue période. Ici, on a un comparatif de 216 années. Et donc, on va comparer en fait des systèmes d'investissement donc sur des données fondamentales, sur des obligations du trésor, hein, donc émis par les États, le momentum, le carry trading, le trend trading. Et puis, en fait, en dernier, on a évidemment la saisonnalité. Et donc, ce qu'on peut voir, eh ben, c'est que statistiquement, sur une très longue période dans le passé, en tout cas, c'est ce dernier type d'investissement, hein, donc là où on va exploiter tout simplement des anomalies de marché, hein, la saisonnalité, des effets de marché, c'est ce qui va donner le meilleur rendement positif sur la durée. Alors donc, on s'est basé effectivement sur de nombreuses analyses et études scientifiques. On n'a absolument pas pris la décision juste ici en interne en se disant oh, c'est une bonne idée, ça change, tiens, on n'a qu'à faire ça. Alors le concept de récurrence, il n'est pas du tout nouveau dans la finance. C'est ça, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire que on n'allait pas se lancer, se tirer une balle dans le pied en proposant quelque chose qui n'avait pas de fondement et sur lequel il n'y avait pas de recul. Donc, effectivement, on a utilisé des analyses et des études qui existaient déjà. Par contre, on a en fait créé un cadre et c'est comme ça, en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est d'appliquer en fait ces récurrences statistiques, les exploiter en mettant des règles précises sur des stratégies précises. Voilà. Alors, comme je dis toujours, hein, il y a les effets de marché, c'est des choses qu'on peut identifier, reconnaître, mais je le dis toujours, ce n'est pas 100% de trade gagnant, absolument pas. Hein, donc ça, c'est hyper important. Pourquoi j'insiste? Tout simplement parce que on a remarqué que voilà, les clients, parfois, pas tout le monde évidemment, n'ont pas conscience que exploiter des données statistiques, des événements qui sont récurrents dans le passé, ce n'est pas une garantie de 100%, de viser 100% dans le mille. C'est-à-dire que c'est juste que plutôt que d'être là devant un ordinateur, essayer de voir, de deviner à court terme où va aller le cours, on va plutôt exploiter des statistiques qui donnent globalement des bons résultats dans le passé. Et c'est ça, en fait, c'est pour simplement s'enlever toutes ces prises de décision, de devoir, en fait, réfléchir avec nos émotions et ça ne marche pas, en fait. Ça, c'est très important de comprendre qu'une stratégie, elle peut être validée comme étant efficace seulement à partir de 36 mois de recul. Donc, c'est difficile en tant que trader particulier de tenir 36 mois. En tout cas, c'est rare. Moi, les gens, quand je leur demande, vous avez quel recul sur votre stratégie? J'ai quelques mois. Donc, on peut pas dire, en fait, quelques mois si on a une bonne stratégie. Donc, effectivement, plus on va pouvoir backtester une période longue et plus on pourra savoir si c'est des bonnes statistiques. Donc, nous, on estime en fait qu'avec Investu, on a 58% de trades gagnants en moyenne depuis 2009 et que c'est une très, très bonne statistique.
Donc, il faut vraiment, c'est ici, voilà, il faut vraiment faire une distinction hyper importante, excusez-moi. Oups, c'est en fait, la distinction et ce qui est important, c'est de se dire qu'une stratégie statistique, elle n'a pas besoin en fait d'avoir raison à chaque fois. C'est pas du tout ça. Par contre, elle doit présenter simplement un grand nombre d'occurrences et donc une probabilité suffisamment favorable pour que l'ensemble soit cohérent. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et voilà, on ne gagne pas à tous les coups. Donc s'il y a 58% de trades gagnants, effectivement, donc il y a 42% qui ne le sont pas. Hein, c'est quasiment, on n'est pas à l'équilibre, mais presque. Hein, donc c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait une gestion du risque et une discipline indissociable de la stratégie. Maintenant, on va voir les 4 stratégies qu'on utilise dans Investuit. Donc, c'est-à-dire que toutes ces anomalies, elles ont toutes. Il y a 500 à peu près anomalies de marché qui ont été reconnues, étiquetées. Et ça, j'en ai déjà parlé lors d'un précédent webinaire que j'ai donné il y a quelques temps. Donc, il y a 500 anomalies. Alors, on ne pourra jamais les présenter toutes les 500 parce qu'il y a des choses qui sont complètement aussi farfelues. Mais l'idée, ça a été en fait de trouver 4 stratégies qui statistiquement valident ces effets de marché et puis qui fonctionnent très bien ensemble. C'est ça aussi. Hein. Donc, on va regarder les quatre qui ont été sélectionnés. Donc, les 4 stratégies, pardon, ce sont tout simplement le Turnaround Tuesday. Donc, c'est une stratégie qu'on fait tourner sur le DAX, qui est l'indice allemand et qui donne 63% de trades gagnants. La deuxième stratégie, c'est le Pound Shorter. Donc, 54% de trades gagnants. Donc, c'est sur la paire GBP-USD. Hein, donc, la première stratégie, elle tourne sur un indice de marché allemand. La deuxième stratégie, on l'utilise sur une paire de devises. La troisième stratégie, on l'utilise sur le gold. Hein, donc, ça s'appelle le Friday Gold Rush. Et puis, la dernière, donc la quatrième et dernière stratégie, en fait, c'est le End of Month. Donc, c'est une stratégie qu'on utilise sur un indice américain qui est le mini S&P, donc qui est le plus gros indice américain. Alors, et qui donne extrêmement aussi des très, très bons résultats. Alors, quand on donne des résultats chez Investuit, effectivement, c'est important de le rappeler ici, c'est que ces pourcentages, ces résultats, ces performances, elles ne peuvent absolument pas être interprétées comme des rendements futurs garantis. En aucun cas, on va pouvoir vous garantir ces résultats. C'est simplement qu'ils représentent tout simplement des statistiques historiques sur les configurations étudiées. Donc, c'est-à-dire que c'est dans le passé, en fait, quand on applique ces stratégies sur les instruments qu'on a cités, on obtient ces rendements. Après, malheureusement, on n'a pas de garantie que ça va continuer comme ça dans l'avenir. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que ce n'est pas uniquement le nombre de trades gagnants, mais c'est la façon dont une stratégie se comporte année après année. Et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'en fait, ce qu'on a constaté, nous, avec les effets de marché, en les utilisant tel qu'on le fait, en tout cas, on a plus d'années gagnantes que de perdantes. Hein, c'est une majorité d'années gagnantes. Une grosse majorité, hein, parce que quand on regarde ce graphique, on voit qu'on a eu 2013 qui était perdante, 2023, il y a aussi 2025, mais il y a quand même une majorité d'années en gain. Et puis, ce qui est important aussi jusqu'ici, et je pense que ça va peut-être encore se confirmer cette année, c'est qu'on n'a jamais 2 années consécutives de perte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une année en perte, elle a été encadrée jusqu'ici par une année gagnante et ensuite elle a été donc précédée par une année gagnante et suivie d'une année gagnante. Donc, en aucun cas, jusqu'ici, on a eu 2 années consécutives de perte. Donc, c'est pour ça que c'est important. Hein, ça vient en fait tout simplement étayer les statistiques liées aux effets de marché. C'est que la façon dont on les utilise, en tout cas, donc on a une majorité d'années en gain, on n'a pas 2 années consécutives de perte. C'est pour ça donc qu'on conseille en fait de conserver l'investissement au moins 36 mois pour un retour à la moyenne. Excusez-moi. Donc, comme je le dis, hein, un retour à la moyenne,
Ça ne veut pas dire, excusez-moi, ça veut pas dire, ça veut pas dire du tout que c'est voilà, que ça sera au bout de 36 mois. C'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir la chance d'investir, par exemple, qui ont commencé en début d'année et puis qui sont déjà à 19% positifs hein, quand on voit les résultats d'Investui. Tout comme, eh ben, malheureusement, il peut y avoir des personnes qui ont commencé depuis maintenant 24 mois et qui sont encore en négatif. Donc, ça dépend vraiment de la période et ça, malheureusement, ça aussi, on ne peut pas le savoir. Ce qui fait qu'il n'y a jamais de mauvais moment pour commencer. Il faut juste être patient et se dire en tout cas que ça pourra prendre en moyenne 36 mois. Voilà. Mais ça peut être avant comme ça peut être après. Alors maintenant, donc les 4 effets de marché, hein, donc c'est ce que j'expliquais. Alors les 4 effets de marché, eh ben, c'est 4 situations différentes, c'est 4 instruments différents, c'est 4 mécanismes différents, c'est 4 timings différents. Par contre, ils ont tous la même philosophie, donc c'est identifier une récurrence, définir des règles précises et intervenir uniquement en fait quand ces conditions elles sont réunies. C'est pour ça que on a finalement fait le tri et qu'on arrive donc sur 4 effets de marché donc bien précis. Voilà. Alors le premier effet de marché, c'est bien sûr le turnaround Tuesday. Alors le turnaround Tuesday, c'est un effet de marché qui utilise le sous-jacent, donc qui est le DAX, qui est l'indice allemand. Alors le principe, vous allez voir, c'est pas très très compliqué, hein, c'est assez intuitif. C'est en général, donc après un lundi négatif, le marché présente historiquement une probabilité accrue donc de rebond le mardi. Alors, il y a plusieurs mécanismes hein, qui peuvent contribuer à ce phénomène. Donc, c'est-à-dire qu'on va donc attendre une baisse le lundi et quand elle est suffisamment importante, on attend une hausse. Alors, qu'est-ce qui peut en général justifier ce phénomène de baisse le lundi? C'est qu'en général, quand il y a une mauvaise nouvelle sur les marchés, en général, et qu'elle intervient le week-end, donc je veux dire les investisseurs, excusez-moi. Les investisseurs, les traders, le seul moment qu'ils vont avoir pour digérer la mauvaise nouvelle sur les marchés, c'est le lundi. Donc c'est pour ça, hein, c'est-à-dire que quand on apprend une mauvaise nouvelle, il se passe quelque chose dans le monde. Le week-end, le lundi, c'est le premier jour sur lequel on va pouvoir intervenir sur les marchés. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va pouvoir avoir un impact. Donc une mauvaise nouvelle, hein, en général, elle a un impact négatif. Alors, il y a aussi ce qui peut justifier cette baisse le lundi, c'est l'ajustement des portefeuilles. Donc, il y a aussi donc, toutes les sociétés d'investissement, donc les fonds, etc., qui vont libérer des liquidités en fin de semaine, donc le vendredi. Hein, donc, ils vont rééquilibrer, ils vont reconstituer leur portefeuille. Ou alors, ils connaissent aussi l'existence des effets de marché et ils vont les utiliser. C'est-à-dire que si on est nombreux à vendre, en effet, il va y avoir en fait un mécanisme général de baisse des cours. Hein, donc, ce qui fait que il y aura mécaniquement donc une baisse et on peut éventuellement imaginer aussi que utilise cette baisse en fait pour donc justement réintervenir le mardi ou le lundi soir en tout cas pour acheter quand le marché est censé remonter. Donc voilà, regardez bien donc le graphique. L'objectif, c'est pas de dire que le marché doit systématiquement monter. Hein. Évidemment, l'idée, c'est d'identifier une configuration précise. Hein. Donc le lundi, si le lundi est négatif, très très négatif, eh bien on va intervenir en fait pour bénéficier de la hausse qui va se profiler le mardi. Et donc on sortira de cette position selon les règles. Alors en gros, je vous donne les paramètres. Hein, donc on va prendre position sur cet effet de marché-là. Donc, c'est un effet de marché qui est conditionnel. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas systématiquement qu'on prendra position sur cet effet de marché-là. Il y a à peu près 1,6 trades par mois sur le Turnaround Tuesday. Pourquoi? Parce qu'on va entrer en position si et seulement si le marché, le lundi, clôture, donc sous le marché à 17h30, hein, clôture sous la moyenne des 34 jours précédents, donc des 34 derniers jours. Donc, c'est-à-dire que si cette baisse, elle n'est pas suffisamment importante
Le lundi, on ne prend pas position à la hausse. Donc, on attend vraiment un retournement important pour qu'il y ait justement cette forte pression psychologique où on attend vraiment une remontée pour acheter, en fait, pour bénéficier de cette hausse. Donc, c'est hyper important. Et c'est pour ça que c'est un effet de marché qui donne généralement vraiment de très bons résultats dans la durée et dans les statistiques. Voilà, donc une opération conditionnelle par semaine. Alors, une détention courte, donc c'est-à-dire qu'on va prendre position, le cas échéant, le lundi à 17h30 et on va sortir de position le mercredi matin. Donc, voilà, il y a 2 nuits en position. Je vous dis généralement 1,6 trades par mois, donc ce n'est pas toutes les semaines du tout. Et très bons résultats, donc 62-63% de trades gagnants donc depuis 2009. Voilà, donc c'est vraiment un effet pertinent qui a vraiment un fort impact psychologique qui n'est pas très difficile à comprendre. Et voilà, en tout cas, après un lundi très, très négatif, en général, le marché s'attend à un retournement positif. Voilà. Le deuxième effet qu'on utilise dans InvestWe, c'est bien sûr le pound shorter. Donc, le pound shorter, c'est un effet de marché qu'on va utiliser sur la paire de devises GBP-USD. Alors, c'est-à-dire qu'on va se baser en fait sur la baisse de la livre sterling. Et donc, c'est comme ça qu'on va, on va exploiter cet effet de marché. Donc, en général, en fait, on va tout simplement ici exploiter nos relations historiquement observées. Hein. C'est rien de fou. C'est juste qu'en général, le mardi, il y a une relation observée entre le GBP-USD et le DAX aussi. C'est que ce jour-là, il a tendance, cet instrument a tendance du coup à baisser, et principalement quand le DAX monte. Alors, ce n'est pas une causalité absolue, hein, ça j'y tiens, c'est simplement de l'observation. Et il ne faut pas comprendre ça comme une loi mécanique de marché, pas du tout. Hein. Donc, il faut être vigilant, il faut rester vigilant par rapport à ça. C'est juste que c'est une relation statistiquement observée sur certaines périodes. Donc, de nouveau, qui va être liée en fait à des flux de capitaux, à des rééquilibrages, à un sentiment, à des réactions rapides. Donc, c'est une stratégie très, très courte. Hein. Donc, ici, l'objectif, ce n'est pas de conserver la position pendant plusieurs jours en espérant que la relation, elle continue. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Le timing, il est très, très court. On va exploiter une fenêtre temporelle extrêmement courte. Donc, c'est le mardi matin. C'est une fenêtre temporelle de quelques heures. Donc, on va shorter le GBP-USD très tôt le matin et ensuite, on sortira de cette position dans le milieu de l'après-midi. Donc, il nous est arrivé en fait comment je pourrais dire, d'optimiser hein, les points d'entrée, les points de sortie. Les personnes qui sont clientes auront pu constater qu'il y a eu une différence. Hein, on a changé les horaires un petit peu. Ben, c'est ça la gestion du risque. C'est-à-dire qu'on est sans cesse en train de tester nos stratégies. Hein, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas endormi sur des lauriers. On regarde tout le temps. On a modifié pas mal de choses dans les stratégies. On peut être amené à modifier les points d'entrée, les points de sortie, donc les horaires. On peut être amené à changer le levier. Hein, donc, on a récemment, l'année dernière, modifié le levier. Donc, c'est-à-dire qu'on a, ça c'est dans la gestion du risque, hein, on a baissé le levier. Donc, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de capital pour prendre des positions qu'avant. Et puis, sur la dernière stratégie que je vous expliquerai tout à l'heure, on a également ajouté un stop. Alors, pour finir avec celle-ci, voilà, 54% de trades gagnants, ben, ça ne veut pas dire en fait qu'il n'y a pas de trades perdants. Pas du tout. On les accepte. C'est comme ça. L'intérêt, il vient vraiment de l'avantage statistique associé à l'ensemble des occurrences. Ce n'est pas de la recherche d'un taux de réussite absolu de 100%. Ça n'est pas possible. Voilà, donc on va passer au troisième et avant-dernier effet de marché, donc qui est le Friday Gold Rush. Alors ici, on change complètement d'environnement. On ne travaille plus sur le DAX. Donc ici, on travaille sur l'or. Tout le monde connaît l'or. Alors, l'observation historique, eh bien, elle vient ici du fait qu'entre le jeudi soir et le vendredi soir, eh bien, l'or présente tout simplement une tendance statistiquement favorable. Donc, il y a statistiquement une hausse du cours du gold entre le jeudi soir et le vendredi soir. Alors, il y a plusieurs, évidemment, mécanismes hein, qui sont envisagés. La recherche notamment de protection avant le week-end, donc c'est-à-dire que les fonds, les sociétés
d'investissement vont en fait se prémunir d'un éventuellement crack en achetant en fait de l'or. Donc, ce sont principalement les institutionnels et donc qui vont en fait exploiter le rôle traditionnellement de valeur refuge de l'or. Après, ça n'est évidemment pas garanti, hein, donc c'est juste qu'on va chercher à se protéger, à protéger son portefeuille. Et il y a aussi une autre raison comme je dis toujours, que j'ignorais avant de commencer les recherches pour Investui, c'est qu'en général, le vendredi, l'or a également tendance à monter parce que une autre raison importante, c'est que l'industrie de la bijouterie ne fait pas de stock et donc elle va simplement acheter l'or, elle va acheter la matière pour l'avoir et donc pour l'utiliser le lundi. Donc ces deux raisons-là sont les raisons principales de l'évolution positive du cours entre le jeudi soir et le vendredi soir. Alors donc, on va simplement prendre position chez Investui le jeudi en fin d'après-midi. On va conserver la position une seule nuit, donc ce n'est pas long. Et ensuite, donc, on va sortir de position le vendredi soir en espérant évidemment faire un gain. Voilà, donc maintenant, on va passer à la dernière stratégie qui constitue donc la stratégie Investui effet de marché. Et c'est la stratégie End of Month. Donc, c'est une stratégie donc, qui se base sur l'instrument donc qui est le mini S&P. Hein, donc, c'est une stratégie qu'on va utiliser donc, différemment des trois autres, c'est-à-dire en fait, différemment même des trois autres, parce que la première, pour rappel, elle est conditionnelle. Hein, Turnaround Tuesday, s'il faut la condition, il faut que le DAX passe sous la moyenne des 34 derniers jours. Le Pound Shorter, il n'est pas conditionnel, il a lieu toutes les semaines le mardi, mais c'est un short. C'est-à-dire qu'on va commencer par vendre pour racheter plus bas, mais il a lieu tous les mardis. Le Friday Gold Rush, lui, il a lieu tous les jeudis, donc on achète de l'or tous les jeudis, qui pleuve, qui neige, qui vente, sauf conditions de marché particulières, donc c'est-à-dire jour férié, clôture anticipée. Donc s'il y a quelque chose de différent, ou alors voilà, qui peut en fait faire varier les flux et la liquidité, on ne prendra pas la position. Et puis cette dernière stratégie, donc on va acheter, mais on va acheter différemment des autres, c'est-à-dire qu'on va acheter simplement en fin de mois. Donc, on va acheter le 4e jour ouvré avant la fin du mois et on va conserver la position jusqu'au matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Alors ici, donc, ce qu'on va exploiter, c'est tout simplement un phénomène lié à la fin et au début du mois. Alors, pourquoi cette période en particulier? C'est tout simplement qu'à ce moment-là, sur cet instrument, en fait, il y a beaucoup de flux. Hein, donc, c'est pas forcément des flux aléatoires. C'est-à-dire qu'il va y avoir souvent un rééquilibrage de portefeuille, il va y avoir des allocations institutionnelles. C'est à ce moment-là, en général, qu'ont lieu les fusions-acquisitions. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir une recherche de performance de la part des gérants, des flux de capitaux, etc. Donc, en fait, on obtient ici une fenêtre temporelle bien définie et qui est en fait, on entre donc au matin du 4e jour avant la fin du mois et on sort de la position au matin du 5e jour ouvré. Donc, en gros, c'est 8 jours. Excusez-moi. 8 jours qui vont permettre, donc en gros 20% du temps qui vont permettre de faire un bon résultat. Donc, statistiquement, cette stratégie, elle donne vraiment de très bons résultats. C'est vraiment un effet de marché, c'est un des plus vieux effets de marché. Hein, donc, il est connu, il est reconnu. Et voilà, là, on ne cherche pas du tout à exploiter de nouveau l'actualité, c'est juste qu'on exploite une configuration temporelle récurrente. Alors, je vous invite, parce que là, je vous ai parlé des effets de marché, etc. Mais je vous invite à chercher. Donc, nous, on a mis des liens sur le site Investui. Alors, ce sont des articles écrits en anglais. Je vous invite à faire vos propres recherches sur tout ce qu'on a vu, donc sur la psychologie cognitive, les biais, comment donc ça nous permet d'agir, quelles sont les conséquences sur les marchés financiers. Ça, vous trouverez. Et puis, je vous invite aussi donc à fouiller les anomalies voilà, qui découlent de tout ce qu'on a vu précédemment. Et donc, voilà, c'est pour ça, en fait, qu'Investui, c'est un service d'investissement novateur. Hein. Donc, maintenant qu'on a vu qu'est-ce qui se cachait derrière Investui, donc ce qui sont tout simplement, Investui, c'est tout simplement pour reprendre
faire un résumé de tout ça, c'est la rotation intelligente de 4 effets de marché. Donc, voilà. Comment ça fonctionne concrètement? Eh bien, c'est un ensemble de règles fixes, comme vous l'avez vu, on entre et on sort de position à des moments très précis. Il y a un levier aussi donc, qui est défini à l'avance, donc c'est-à-dire qu'en termes de risque, on ne prend pas plus de risques que ça. Donc, en fonction du capital qui est déposé, on applique un levier de 3 maximum. Donc, chacun aura des tailles de position différentes en fonction de son capital. Ensuite, pour la dernière stratégie, donc le end of month, on rajoutera, au-delà de sortir donc le matin du 9e jour ouvré, on va ajouter 2 autres conditions. On va ajouter un premier élément qui est que si le matin du 9e jour ouvré est un lundi, on fermera la position le vendredi soir avant la clôture du marché. Et puis, on ajoutera également un stop placé à 6 ou 7% du cours d'entrée. Parce qu'en fait, c'est quand même une position qui est assez importante et qui dure longtemps dans le temps, donc on ne sait jamais. Et le passé nous a appris en fait qu'il fallait se méfier et qu'elle pouvait effectivement, ça pouvait avoir un impact assez important sur les résultats globaux d'Investui s'il se passait quelque chose sur cette stratégie. Alors Investui, donc, c'est un service d'investissement novateur, donc basé sur la rotation intelligente de 4 stratégies effets de marché, des règles simples. Alors, il y a un suivi de position. Donc, le suivi de position, c'est tout simplement que vous recevez tous les jours un relevé de compte et un graphique d'évolution de votre solde. Mais au-delà de ça, vous allez pouvoir suivre en temps réel sur le site Investui les résultats donc générés par le signal. Donc, c'est pas votre compte du tout. C'est simplement au moment où on prend la position avec un grand contrat et on calcule en fait le gain ou la perte. Ensuite, vous allez pouvoir constater les résultats réalisés par nos comptes. Donc, il faut savoir qu'on a des comptes Investui sur lesquels on prend réellement ces positions. Donc, ce sont les comptes tout simplement qui nous permettent d'établir les résultats. Donc, ça, on voit en fait, je vais vous montrer dans un onglet de Self-Invest où sont répertoriés tous les trades réalisés et donc où sont comptabilisés les gains et les pertes. Alors, les gains et les pertes, ils prennent vraiment en compte tous les frais. C'est-à-dire que quand vous voyez le montant dans cet onglet du compte, on a retiré les commissions, on a retiré les frais, éventuellement les frais overnight pour les CFD. Donc, c'est vraiment un gain net. Ensuite, c'est important de comprendre que c'est un service d'investissement, donc c'est un service de gestion. Donc, c'est-à-dire que vous ouvrez un compte, vous déposez au minimum 10 000 € et ensuite, vous ne vous occupez de plus de rien du tout. C'est-à-dire que les ordres sont automatisés. Et donc, l'idée, c'est de réduire au maximum l'intervention humaine, l'intervention émotionnelle et votre intervention. Donc, ça vous libère du temps, ça vous libère de l'énergie. Vous faites autre chose de ce temps-là. Ça, c'est clair que c'est très important. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que, voilà, comme j'ai expliqué, on a limité le risque en mettant des choses en place. Et puis, le point très important, c'est qu'il y a un service client. Vous n'êtes pas du tout tenu à informer au trimestre ou à l'année, mais tous les jours. C'est-à-dire que vous recevez vos relevés, vous recevez votre graphique, mais vous pouvez également nous contacter. Donc, on est disponible tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 22h en français. Donc, vous pouvez nous appeler pour votre compte. Alors, on ne conseille évidemment pas parce que l'idée, c'est de créer vraiment, de laisser votre système de gestion faire pour vous. Par contre, il faut savoir que vous pouvez quand même toujours agir. C'est-à-dire que vous êtes et vous restez titulaire de ce compte. Donc, vous pouvez abonder le compte quand vous voulez. Vous pouvez retirer des fonds quand vous voulez. Vous pouvez également nous appeler pour clôturer une position avec anticipation. Et bien sûr, on vous répond. Alors, il y a quelques frais, évidemment. Donc, voilà. Mais ce n'est pas opaque. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on prend pour vous les positions que vous ne pouvez plus du tout agir. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui le font. Alors après, il faut savoir que les résultats obtenus par Investui ont été réalisés sans coupure anticipée, mais en laissant aller les stratégies au bout, c'est-à-dire en laissant aller les statistiques au bout. Maintenant, vous êtes totalement libre d'agir pour votre propre compte. On ne vous empêchera pas de fermer une position avec anticipation. Puis ensuite, après, il faudra simplement constater les résultats. Et tant mieux si vous avez des meilleurs résultats que nous. Ce n'est pas du tout le problème.
mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment des choses où il faut laisser aller. Voilà, donc ça, c'est pour le principe de self-invest et d'Investui et effet de marché. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a rien inventé, hein, mais en utilisant ces récurrences, en leur mettant un cadre précis, des conditions précises, et en gérant le risque, on peut obtenir des très bons résultats. Et voilà, donc en conclusion, eh ben, Investui, effectivement, continue d'évoluer, hein, comme je l'ai dit toujours, et ça va continuer. Hein, Self-Invest existe depuis 1998, donc évidemment, on a cette partie courtage, hein, où en tant que trader particulier, vous pouvez, ou investisseur particulier, vous pouvez investir par vous-même. Mais voilà, vous avez aussi donc accès à cette solution de gestion. Donc, il faut savoir qu'elle évolue. Hein. Donc, on rajoute sans cesse des nouvelles choses. Et donc, il y a bien sûr des webinaires régulièrement sur nos offres. Et donc, voilà, le prochain webinaire, il aura lieu donc sur Investui Stockbox en début du mois de septembre. Voilà, donc c'est début septembre. Voilà, on peut revoir la date ensemble sur le calendrier, évidemment. Mais voilà, donc ça continue d'évoluer et dès qu'on peut en fait présenter quelque chose d'intéressant, on le fait. Voilà. Alors, donc en résumé, hein, et pour terminer ce webinaire voilà, j'ai dépassé l'heure, évidemment, je parle toujours trop. Alors, voilà, donc les marchés sont difficiles à prévoir, les investisseurs sont humains. Une récurrence, ce n'est pas une certitude, hein, c'est une probabilité. Voilà, donc c'est dans ces conditions, en tout cas, qu'on essaye, nous, de réaliser des bons résultats. Et donc, et c'est comme ça qu'on essaye de tirer profit. Donc, Investui ne prédit pas les marchés. Hein, ça, c'est très, très important. Investui identifie des situations qui sont historiquement récurrentes. Voilà, donc, et c'est ça l'objectif. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Voilà, je n'en vois pas particulièrement, mais n'hésitez pas. Sinon, je vous amène rapidement aussi sur le site d'Investui. Alors, donc Investui, donc c'est www.investui.fr. Et donc, on est ici et voilà, donc vous avez les différentes offres, hein, effets de marché, actions. Voilà, donc ça, c'est le webinaire Stockbox auquel je faisais référence. Hein. Je ne sais pas si on va y... Alors là, c'était le vendredi 14 août. Donc, le prochain, donc le webinaire sur les Stockbox, c'est le mardi 1er septembre. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc, juste pour finir, voilà, pour vous montrer, là, vous pouvez voir les positions en cours sur cet onglet position. Donc là, on est jeudi, hein, donc on est vendredi, pardon, excusez-moi, vendredi 14 août. Donc hier, on a pris la position, hein, hier en fin d'après-midi, sur le gold, et donc on la clôturera ce soir. Voilà, donc elle est ici. Et ensuite, pour voir toutes les positions prises et les comptes de référence, donc là où on comptabilise, eh ben, c'est ici, hein, sur compte de référence 2026. Et c'est là que sont comptabilisés tous nos trades, tous nos réels trades, hein, donc faits avec nos comptes. Donc, un compte futur, un compte CFD. Et donc, ce sont des résultats totalement réels et hors frais. Voilà, donc net de frais. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Encore une petite minute. Sinon, je vais vous laisser ici. Et puis, je vais vous inviter évidemment à contacter Raphaël si vous avez des questions. Je vous ai mis le lien Calendly dans le chat. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec Raphaël si vous voulez aller plus loin. Si vous avez des questions sur Investui effet de marché, Investui Stockbox, voilà, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, un bon week-end. Et à vous dire donc à très très bientôt. Voilà. Alors faites attention avec ce temps. Voilà, protégez-vous bien, passez des bonnes vacances hein, si ce n'est pas encore le cas. Et puis à très très bientôt donc pour un prochain webinaire. Merci beaucoup.